Il y a tellement de monde, ça fait plaisir, hein. Moi, j'imagine, il y en a plein en direct aussi. Il y en a plein qui vont nous revoir. Et ça, c'est important. Parce que la vidéo, c'est l'avantage, ça dure dans le temps. Et donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, on se voit avec pour parler avec Théo Laforie, qui est le fils de Émile Laforie, qui est le fondateur de la marque Laforie. Pierre Laforie. Sa marque Pierre. s'appelait Émile Ah Laforie, oui, mais et ouais, c'est ouais. Pierre Laforie, ton père. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que aujourd'hui, souvent, on nous parle de toutes ces boîtes qui se créent de zéro, qui partent d'une feuille blanche et puis qui réinventent un monde. Et toi, Théo, tu as eu ce truc de se dire, bah, je vais devoir réinventer un monde avec une marque qui existe déjà, qui a un passé, qui a des clients, qui a une structure de collection, qui a des boutiques et tout ça. Et t'as dû récupérer comme ça une sorte de petit endormi, sans vouloir être méchant, et de lui redonner, de la réveiller, de la booster, de la mettre à 2020. Et donc je suis super content. Je suis super content d'être avec toi, d'avoir déjà pu échanger avec toi, et j'espère que les gens qui vont t'écouter aujourd'hui, enfin que tu laisseras la même sensation aux gens que tu m'as laissé à moi. Donc voilà. Peut-être je te laisse te présenter un petit peu Laforie, anciennement Émile Laforie, nous expliquer ce qui s'est passé, et puis comme ça on continue la discussion. Bien sûr. Donc bonjour, je m'appelle Théo Laforie, j'ai 27 ans. J'ai fait mes études à Montréal, je suis parisien, j'ai fait mes études à Montréal, je suis parti à 18 ans. J'ai monté une galerie d'art, j'ai fait mes études et en parallèle, comme je m'ennuyais un peu, j'ai monté une galerie d'art et un bar qui s'appelait Fonzie à Montréal. Je suis resté après Montréal pour continuer cette aventure. Et en 2018, j'ai eu un événement un peu tragique parce que j'ai perdu mon père à ce moment-là, qui était le fondateur d'une marque qui s'appelait Émile Laforie, donc une marque de prêt-à-porter pour hommes qui existe depuis 1991, qui était basée sur un business model, donc une création, production en sous-traitance et distribution au sein des boutiques en propre. Donc il m'est arrivé cet événement un peu tragique en 2018, c'était pas du tout mon destin. J'ai dû à ce moment-là revenir un peu en France assez rapidement, traverser un peu cette période qui a été compliquée pour moi. Et j'ai en fait, le système français, globalement, comment ça se passe, c'est que j'avais 2 mois pour décider si je la reprenais ou pas. Pendant ces 2 premiers mois, j'ai fait un audit un peu global. J'ai appris à une vitesse assez accélérée pendant 2 mois parce que j'étais complètement parachuté. Il y avait très peu de personnes au siège. J'avais 2 personnes au siège. Il y avait une personne qui s'occupait de la direction de production et un stagiaire. Donc, c'était un peu, un peu compliqué. Formé par un stagiaire, quoi. Et globalement, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pris la décision de la reprendre. J'ai trouvé un partenaire bancaire et je me suis dit qu'il y avait des acquis qui étaient absolument géniaux au sein de cette entreprise. Le partenaire bancaire m'a suivi, j'ai fait un all-in. Je me suis un peu endetté à ce moment-là. Et j'y suis allé à une condition, c'était de garder les acquis, donc du coup de voir quels étaient les acquis, pourquoi, comment cette marque avait fait pour survivre pendant 30 ans, sachant qu'il n'y avait pas de transmission, donc il y avait une transmission un peu naturelle, parce que je suivais un peu de loin de ce que faisait mon père, mais c'était pas forcément mon destin, voilà, du tout de reprendre cette entreprise familiale. Et voilà, à ce moment-là, on est en 2018 et il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Donc je ne sais pas comment tu veux. Mais justement, moi j'ai une question, c'est que déjà, bon, avant le décès de ton père, pour toi, le reprendre cette boîte, ça faisait juste pas du tout partie de tes plans. Tu voyais une entreprise en difficulté malgré tout. T'avais pas envie de te dire, peut-être que j'ai quelque chose à lui apporter? Alors, moi, je faisais un petit peu autre chose. J'étais à un âge en plus où on se construit un peu en opposition, je dois t'avouer. Je regardais de loin, ça m'impressionnait ce qu'il avait fait, parce que mon père, c'était un autodidacte qui avait pas son bac, qui avait monté d'abord une boutique, puis une deuxième, puis une troisième. Depuis 30 ans, j'étais très fier de ce qu'il avait fait. La boîte a eu son heure de gloire entre 1991, c'est-à-dire sa création, et 2007-2008, enfin, je dirais jusqu'à 2010. Et depuis 2010, ça a été un peu la chute
équilibre, donc ça a été assez compliqué, dû à plusieurs raisons. Il y avait un essoufflement du chiffre d'affaires qui était dû à la fois à travers l'émergence de nouvelles marques qui travaillent complètement différemment. Donc quand il a vu des mecs arriver qui sortaient d'HEC avec des fonds d'investissement et ouvrir 10 boutiques en un an, il n'a pas très bien compris. Et à côté de ça, un positionnement un petit peu incertain parce qu'il ne savait plus très bien à ce moment-là quelle était la marque, ce qu'il voulait en faire et comment il voulait la développer. Donc avec énormément de promotions tout le temps, donc il a un peu dévalorisé, je trouve, sa marque à travers ça. Mais à côté de ça, il y avait des acquis très forts parce qu'il y avait des points de vente, des emplacements assez premium et il y avait des partenaires de production de longue date. Donc j'ai eu la chance quand même de récupérer une entreprise avec ses acquis super forts et une histoire et un héritage qui durait depuis 30 ans. Et justement, quand tu récupères la marque, qu'est-ce qu'elle raconte, cette marque? Qu'est-ce qu'elle raconte à ses clients? Qu'est-ce que tu récupères sur des valeurs, sur une ambition, sur une vision, au moment où tu la récupères? Et du coup, qu'est-ce que toi tu te dis, je vais changer? Alors, à ce moment-là, la marque existe depuis 1991. Il n'y a jamais eu une seule forme de communication depuis 1991. Il n'y a pas d'e-shop, il y a seulement des boutiques, il y a du retail et je me rends compte que cette marque plaît parce qu'elle a un positionnement d'un point de vue rapport qualité-prix exceptionnel, qui ne communique pas du tout assez dessus, parce qu'on voit énormément d'émergents qui disent voilà, on coupe les intermédiaires, etc. Ce qui était déjà un petit peu le cas avant, bon, on en reparlera après, mais donc voilà. Et c'est une marque qui s'adresse à une clientèle à la fois de Paris et de province, à un client qui n'est pas un client mode, mais qui est un client qui aime l'élégance, qui aime bien s'habiller, sans forcément se ruiner, et qui fait très attention à la couleur. Et en fait, il y a toujours une philosophie assez libre, je trouve, autour de cette marque avant d'Émile Laforêt, qui est sur l'appropriation du produit, sans forcément présenter des silhouettes. Donc une marque qui n'est pas mode, une marque qui n'est pas dans la grande distribution, une marque qui est entre deux. Et j'essaye au fur et à mesure de découvrir un peu voilà, comment on peut capitaliser là-dessus. Et ensuite, ça arrive dans un second. Et du coup, tu arrives, tu récupères, tu as 2 mois. Au bout de Du 2 mois, coup, tu dois aller chercher des sous. du coup, bah, il y Après, a, tu dois tout remettre en place. Du coup, ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des mesures d'urgence parce que ce qui se passe, c'est que donc je prends la décision de reprendre cette entreprise. Il y a personne au siège, du coup, à part 3 personnes, pardon, pas 2 personnes, une stagiaire, une personne en charge de la directrice, en charge de la direction de production et un manutentionnaire. J'ai une chance énorme parce que la collection en cours est déjà en boutique et la future collection avait déjà été faite. Donc en fait, j'ai 5 mois à apprendre comment on fait une collection. Pas de styliste, pas de personne en développement produit, personne. Donc en fait, il y a les 2 premiers éléments que je fais, c'est je m'intéresse à la gestion des stocks et aux produits, parce que je trouve que c'est l'essentiel dans une entreprise comme la nôtre. Du coup, il y a toute une informatisation des stocks qui se passe parce qu'il n'y avait rien. J'arrive dans un entrepôt avec des cartons avec des fringues dedans depuis 1991, donc c'est un peu compliqué à ce moment-là. Et sur toute la partie développement et création de collection, en fait, j'apprends tout dans les usines. À ce moment-là, pendant 2 mois, je fais le tour des partenaires des usines. Donc là, une chance énorme parce que j'ai pas ce travail de sourcing à faire dans un premier temps. Donc ça me permet d'économiser énormément de temps. Mais par contre, j'apprends tout du sourcing matière au développement produit, à la création d'un modèle et au premier, ce qu'on appelle les prototypes avant en collection. J'apprends tout ça pendant 2 mois. Et en fait, les 2 premières collections, c'est moi qui les fais. Donc il y a plein de surprises, des très bonnes surprises, et je me plante sur plein de trucs aussi. On a réduit on a changé le fitting des chemises. Ça a été le premier truc que j'ai fait en me disant on va remoderniser le format des chemises. On a perdu 30% de chiffre d'affaires sur cette famille de produits, ça a été un drame. Donc je fais plein de conneries comme ça, mais à côté de ça, je fais énormément les choses à l'instinct en se disant c'est une marque en ce moment qui est connue seulement dans un microcosme, une clientèle assez âgée parce que le client moyen avant avait entre 55 et 60 ans. Aujourd'hui, moyen notre client il a 38 ans. On vise en fait le 30-40 qu'on n'avait pas avant.
Et du coup, voilà, donc le système d'approvisionnement, la collection et j'embauche. Donc, première chose que je fais, c'est que je change d'expert comptable et d'avocat. Donc ça, c'est les 3 premiers jours. Donc je rencontre, j'ai aucun réseau à ce moment-là, je toque un peu, d'ailleurs mon expert comptable qui est pas loin, où je suis allé toquer à sa porte, et je rencontre cette personne qui devient un ange gardien pour moi. Je change aussi toute la partie conseil juridique parce que d'un point de vue juridique, une boîte qui existe depuis 30 ans, il faut faire un audit, il faut comprendre et il faut remettre un système et des process. Et j'embauche. La première personne que j'embauche, je décide d'internaliser la compta pour avoir les chiffres en temps et en heure parce que c'était hyper compliqué de savoir exactement où on en était. Donc avec tous les process qui vont avec. Et j'embauche quelqu'un de senior en développement produit qui fait un travail exceptionnel, donc qui me suit aujourd'hui, là, ça va faire presque 4 ans qu'elle me suit, qui est une personne qui est formidable. Et j'essaie de trouver des stylistes en freelance qui me permettent justement, parce que moi je ne sais pas dessiner, donc je fais tout main dans la main avec les usines et avec les modélistes au sein des usines. Et j'essaie de trouver quelqu'un justement qui m'aide à faire tous les dessins techniques pour gagner du temps et pour éviter de passer ma vie dans des usines. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc ça, c'est une étape, ça dure les 6 premiers mois. Au bout de 6 mois, une fois que j'ai une équipe un peu soudée autour de moi, que je sais où on en est et que je sais les efforts qu'on doit faire, ce qui se passe, c'est que je prends la décision de changer complètement la charte graphique, l'identité de la marque, la structure de collection. Donc là, à ce moment-là, on change de nom. La marque, avant, s'appelait Émile Laforie. Aujourd'hui, elle s'appelle Laforie, avec la date de création en sous-titre 1991, qui est une belle date parce qu'elle danse et elle est symétrique en plus, et qui permet de rendre hommage. Et je décide encore à l'intuition, de me dire, il y a 2 moyens pour qu'on fasse un peu décoller cette marque. Je ne sais pas exactement ce qui ne va pas. La marque est en chute libre, il y a une perte de chiffre d'affaires, elle n'est pas rentable. On a maximum 1 an ou 2 ans devant nous, max, grand max. Donc il faut changer les choses. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je ne sais pas quoi changer, je change tout. Comme je ne sais pas par où commencer, on change tout. Donc d'abord toute l'identité visuelle de la marque, ensuite toute la structure de collection. Donc en fait, avant, le vestiaire était beaucoup plus formel, c'est-à-dire avec beaucoup plus de costumes, avec beaucoup plus de chemises formelles. Aujourd'hui, on a réduit un petit peu ça pour casualiser un peu le vestiaire, ce qui a permis aussi de remoderniser un peu l'image de marque et toucher une nouvelle clientèle. Donc, comme j'ai dit, on change le nom. Toute l'identité visuelle derrière, on la crée parce qu'il n'y en avait pas avant. Avant, il y avait juste un logo. Et je décide de refaire tous les points de vente. Donc en fait, le premier été, août, donc là c'est au bout d'1 an, il y a 3 chantiers qui sont mis en place, une nouvelle structure de collection, donc j'en suis à ma 2e collection, qui sera Laforie, une nouvelle charte graphique et des nouvelles boutiques, parce que j'en fais 5 d'un coup, d'abord les parisiennes. Ensuite, partenaire bancaire, il me dit tu vas te calmer un petit peu, on va pas faire les 5 autres, tu vas devoir faire tes preuves. Et 6 mois après, on refait les 5 autres. Aujourd'hui, on est distribué au sein de nos boutiques, du coup, dans 10 points de vente, 5 à Paris et 5 en province. Et un truc que tu as pas encore évoqué, c'est qu'à l'époque, ton père, lui, est vachement distribué via des distributeurs, justement, via du B2B. Toi, tu décides très tôt d'arrêter tout ça. Pour quelle raison? En fait, c'est assez simple. Comme je l'ai dit, j'ai pris que des mesures d'urgence. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au début, le wholesale, ça me prenait énormément de temps. J'avais aucune équipe dédiée à ça. Et que le rapport temps-argent, c'était pas bon. Ensuite, la deuxième raison, c'est que d'un point de vue de temps, comme j'étais hyper à la bourre sur mes collections et que les présentations wholesale se font minimum 1 an en avance, j'étais jamais prêt. Et du coup, je me dis, je veux avoir la liberté de produire jusqu'à la dernière minute parce que je suis pas sûr de mes choix. Quand on fait des achats pour une collection en entier, faut vraiment, c'est un gros pari dans l'année. Et je me dis, il faut que je fasse attention, donc il faut que je me focus sur 2 éléments qui sont le retail, donc nos boutiques, comment on peut redévelopper le chiffre d'affaires de nos boutiques. Et à cette époque, je te rappelle, il n'y a pas de online, il n'y a pas de e-shop. Et du coup, je me dis, bon, il faut développer aussi un e-shop. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Donc, on change la structure de collection, l'identité graphique, on développe le e-shop et on refait les points de vente. Donc ça, voilà, c'est les premiers éléments. Et ensuite, on change de business model. Et les clients qui avaient l'habitude de venir chez Émile Laforie, ils réagissent comment?
En fait, nous, on avait prévu que, bien sûr, il y a de la casse à ce moment-là. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui diront que c'était mieux avant, qui sont attachés à la marque comme elle était avant, des gens qui sont un peu réticents au changement. Donc en fait, tout l'enjeu pour nous, c'est de se dire comment on capitalise sur un héritage qui est très précieux, parce qu'une histoire depuis 30 ans, c'est quand même pas commun, avec toutes les archives et le savoir-faire qu'on a derrière. Tout en remodernisant la marque. Du coup, en fait, ce qu'on se dit, c'est que on ne change pas notre rapport qualité-prix, qui est hyper important. On n'augmente surtout pas les prix parce qu'on veut pas perdre les clients. En revanche, on va développer le style d'une autre manière, tout en gardant nos basiques et nos iconiques. Donc, en fait, la réaction des clients, c'est que je pense qu'on perd à peu près 20% de notre clientèle à ce moment-là. Donc, ça met une petite claque. Pas tant que ça, dans le fond. Avec du recul, aujourd'hui, c'est pas tant que ouais, ça, mais quand tu vis sur le moment, bien c'est sûr. un peu Et compliqué. j'aurais parce pensé que tu allais plutôt dire 40, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas le cas, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend cette décision-là, enfin moi, quand je prends cette décision-là, on fait les choses très rapidement. En fait, tout se passe sur un an. La répercussion, c'est de se dire bon, on essaye d'avoir une marque hyper attractive, jeune, on capitalise sur l'héritage, on va garder nos clients, on va compenser par des nouveaux clients. Et en fait, c'est pas du tout ça ce qui se passe. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on perd à peu près 20% de notre clientèle, et sauf que je me rends compte que c'est beaucoup plus long de gagner des nouveaux clients que d'en perdre. Et donc à ce moment-là, il y a encore un peu une baisse de chiffre d'affaires, et là, c'est un peu la panique parce qu'on se dit on a énormément investi. Il y a un laps de temps en fait que j'ai appris avec le recul maintenant, c'est qu'à chaque transition, il y a une baisse et qu'il faut l'accepter, à condition qu'elle soit compensée par la suite. À ce moment-là, 20% se disent c'est mieux avant, le fils a repris, il fait n'importe quoi, et 80% disent ah c'est génial, la marque est en train de revivre. Donc en fait, on voit tout de suite les 80% et on fait moins attention aux 20%, et on se concentre sur tout un segment de population qui n'était pas touché avant. Et du coup, donc tu te dis, j'ai 80% des gens du coup qui sont là, qui ont 55 ans, qui ont eu l'habitude d'acheter des produits, etc. Je vais essayer de les renouveler, de leur offrir aussi, parce que bon, à 55 ans, on n'est pas si vieux aujourd'hui, on peut s'habiller hyper casual, etc. Donc tu te dis, je vais créer des produits pour eux, pour essayer de les moderniser un peu, ou tout de suite tu te dis non, je vais créer la rupture et je vais vraiment aller chercher plus jeune, avec un style plus jeune, et eux, ils achèteront s'ils veulent. Comment tu t'es positionné? Parce que c'est vrai que la perte de chiffre d'affaires, elle aurait pu être bien pire. Tu parles d'un point de vue de style? Ouais. Encore une fois, je fais en fait la manière dont ça se passe, c'est que je regarde ce qui marchait avant, tout simplement, en disant tiens, ça c'est un produit qui marche depuis plus de 10 ans, ou même depuis plus de 20 ans, on va toujours le laisser. Ensuite, je fais les choses d'une manière assez instinctive, au final, en me disant, donc je me mets à regarder, parce que je m'occupe de toute la direction de création depuis le début, et je commence à vraiment me mettre dans le métier, en me disant, bon, quelles sont les nouvelles pièces qu'on peut apporter, quelles sont les pièces que recherche aujourd'hui cette nouvelle génération, mais quand je parle de cette nouvelle génération, c'est plus la génération du 30-40, qu'est-ce qu'on peut changer. À ce moment-là, je fais les choses d'une manière assez simple, en regardant ce qu'il y a sur le marché, ce que j'aime pas, et il y a tout un phénomène qui se fait un peu à l'instinct à travers ça. Ensuite, je regarde les bests, je fais un truc qui est très simple, je suis hyper proche de mes usines, je regarde ce qui marche chez nos concurrents, je regarde ce qui marche moins bien, et du coup, ça permet d'avoir une ligne un peu directrice et de savoir comment on capitalise là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on va pas complètement changer de vestiaire, donc on va pas complètement créer de rupture à travers ça, on va pas devenir une marque mode du jour au lendemain. En plus, moi, je suis pas créateur. Et en revanche, on va essayer de moderniser l'image de marque avec des pièces un petit peu plus images. Donc c'est à ce moment-là que ça se passe. En fait, globalement, ce qui est intéressant dans ce schéma et avec le recul, parce que on a fait énormément de choses, on a changé énormément de choses sur la première année, et en fait, donc on change le produit, on change l'image, donc on se met à faire des shootings photos. Je m'occupe de toute la direction artistique, j'avais jamais fait de shooting photo, donc on se professionnalise au fur et à mesure. On
on choisit des mannequins, on développe l'e-shop. Donc ça y est, on construit une image autour de l'univers de la forêt. En parallèle de ça, on se focus complètement sur la partie produit parce que la production avant se faisait un peu partout dans le monde. Je décide de relocaliser la production pour revaloriser la marque et parce que c'est bourré de bon sens aussi, avec une production plus proche en Europe et bassin méditerranéen, enfin toute la zone Euromède. Et le troisième travail qu'on fait, en fait, c'est qu'on se dit, on n'arrive toujours pas à avoir le bon positionnement. Et en fait, c'est ce qu'on aurait dû faire en premier, c'est qu'on travaille toute notre plateforme de marque. Et en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, les questions qu'on se pose, c'est qu'on fait une énorme introspection. Donc, on fait une thérapie de marque, globalement. Et on essaye de se dire, qu'est-ce qui a marché avant? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Et pourquoi les gens souhaitent venir chez nous? Et en fait, au bout de tout ce travail, on se rend compte qu'il y a 4 piliers fondamentaux qui font notre marque d'avant et qui rallient à la marque aussi d'aujourd'hui. Et ces 4 piliers fondamentaux, c'est le style. Donc, le style, c'est intemporel, des basiques avec un twist, transgénérationnel. La partie positionnement qualité, rapport qualité-prix, donc expliquer comment on peut sortir des pulls en laine et alpaga à 85 € ou des chinos à 65 € alors qu'ils sont fabriqués ou en Europe ou dans le bassin méditerranéen. Donc ça, expliquer exactement comment on fait pour sortir des prix aussi bons sans dénaturer le produit. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'importance de la couleur. Nous, on a une marque avec, donc dans notre jargon, on travaille énormément les profondeurs de gamme, c'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle en 10 couleurs. On travaille énormément les nuances à travers que ça soit des lavages ou que ça soit des teintures. Donc on est hyper exigeant là-dessus. Donc ça, c'est le troisième pilier sur lequel on capitalise la couleur. Et le quatrième, c'est via notre destin, c'est notre histoire. Donc notre histoire, c'est une histoire qui dure depuis 30 ans, une entreprise qui devient une entreprise familiale, parce que en plus mon frère m'a rejoint là depuis maintenant 1 an. Et du coup, comment on raconte cette histoire qui part d'une super belle histoire, ensuite où il y a un moment triste, et ensuite comment justement on raconte cette histoire et notre authenticité et ce qui nous permet aussi d'être légitime. Donc en fait, on se base sur ces 4 piliers-là, et là tout change à ce moment-là. Tout change à ce moment-là parce que notre enjeu de croissance, on se rend compte qu'il est là et qu'il est sur le fait de rester toujours fidèle à ce qu'on est et de toujours communiquer sur tous nos canaux de distribution ces 4 piliers-là. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a le déclic et c'est à ce moment-là où d'un point de vue de création, tout devient beaucoup plus cohérent, donc de diriger la création en restant sur ces 4 piliers. Manager les équipes, tout devient beaucoup plus cohérent. La formation des équipes de vente, super cohérent. Le marketing, super cohérent. Notre e-shop et notre image, super cohérent. Et en fait, on se rend compte que le fait de toujours rester fidèle à vraiment ce qu'on est, de ne pas essayer de plaire à tout le monde, ce que je voulais faire au début, et de plaire seulement à travers moins de choses, mais avec des socles ultra solides, ça nous permet vraiment de switcher et de retrouver la croissance à ce moment-là. Ça, c'est intéressant ce que tu dis dans le « j'essaye pas de plaire à tout le monde » parce que c'est souvent l'erreur que font encore plus les petites marques de vouloir essayer de plaire à tout le monde pour essayer d'avoir le plus de un pool client le plus large possible, parce que c'est souvent une erreur, on se trompe dans le ciblage, dans le message, dans les photos, dans plein de trucs, même dans le mannequin qu'on va choisir, qui peut être trop jeune, trop vieux. Quand toi, tu décides justement de te focaliser comme ça sur une typologie de clients, ces clients-là, c'est des clients, les 30-40 ans, qui sont sursollicités, parce qu'ils commencent à gagner un peu d'argent, ils sont stylés, donc toutes les marques, grande partie des marques, souhaitent leur parler. Comment tu te dis, ouais, là il y a un créneau. Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, j'ai quand même un créneau sur les 35-40 qui sont sursollicités par toutes les marques qu'on voit aujourd'hui? Là où je me dis qu'il y a un créneau, c'est que le produit commence à plaire, donc tout part de là. Hein. Enfin, nous, on a une entreprise, donc on crée, on produit, on distribue notre marque. Donc le produit commence à plaire, et je me dis, bon, là, c'est notre atout numéro 1. C'est vraiment ultra focus produit. Ensuite, je pense que ce qui est réaliste, c'est pas forcément, on se consacre pas forcément sur une typologie de client. On se consacre sur une philosophie globale de consommateur. C'est-à-dire que un client qui aime être élégant, s'habiller, trouver des couleurs qu'il trouve pas
à un prix abordable sans se ruiner. Au final, c'est cette simplicité du discours. On voit que les clients sont attachés à ça. On ne se prend pas pour un autre. On n'est pas en train de réinventer tout le business. On n'est pas une marque conceptuelle. On n'est pas une marque créateur. Mais par contre, on essaye de faire les choses bien, honnêtes, transparentes, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et surtout, avec un énorme effort fait autour de la créativité de notre vestiaire, tout en restant intemporel. Et en fait, ça plaît. On se rend compte que ça plaît et vraiment, on se concentre pas seulement, comme tu disais, sur une typologie de client, le client qui va s'habiller là, là, là et là. On se concentre sur une philosophie d'achat. Et en fait, le fait de se concentrer là-dessus, ça nous permet d'avoir une clientèle assez large. Et comme tu le disais, on a gardé 80% de notre clientèle qui avait entre 50 et 55 ans, ou 50 et 60 ans. Et du coup, quand tu arrives, entre guillemets, nouvel acteur, presque, ça repart, comment tu acquiers des nouveaux clients? Comment tu te fais connaître de ces clients? Tu n'as, j'imagine, pas les mêmes budgets que toutes les grosses marques que l'on voit. Comment tu fais de façon malin pour aller chercher des nouveaux clients, pour qu'ils découvrent ta marque, découvrent tes produits, les essayent? Comment ça se passe à ce moment-là? Alors globalement, on a 4 canaux d'acquisition. Le premier, qui est assez classique, c'est l'achat média, donc Facebook, Instagram globalement. Le deuxième, c'est notre retail, parce qu'on a 10 boutiques. Les boutiques, ça sert à la fois, bien évidemment, de vendre et de raconter notre marque, mais c'est un peu aussi notre drapeau JC Déco. Au final, on peut un peu le voir comme un investissement marketing aussi au final. Donc ça, le bouche à oreille qui est très fort, qui est difficile à mesurer mais qui est très fort. Et le quatrième point qui est un peu plus... Il y a un moyen de mesurer le bouche à oreille, hein. Bah, qui est un peu dérivé, mais qui permet quand même de voir l'évolution de la marque. C'est d'aller voir sur la Search Console de Google et de voir comment évolue le nombre de requêtes sur ta marque sur Google. Ça, c'est imparable et ça marche à tous les coups. Génial. Vraiment. Moi, j'apprends un truc aujourd'hui. Et ça marche vraiment à tous les coups. C'est l'une des métriques pour voir si justement toutes tes campagnes de com, en général, fonctionnent. Et vraiment, ça marche. Génial, merci. Le quatrième canal, c'est un peu de presse et d'influence, mais très peu, parce que c'est comme ça. Et non, il y en a un cinquième que tu me fais découvrir, c'est les événements B2B, qui je trouve qu'ils sont assez géniaux. Là, c'est mon troisième, en fait, ça crée aussi de l'acquisition client, c'est assez hallucinant. Donc ça, c'est un peu nos canaux d'acquisition. Globalement, notre stratégie, on en a plusieurs. Si on parle vraiment de la partie Instagram et Facebook, notre philosophie, on a une philosophie que axée sur le retour sur investissement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est une petite marque avec peu de budget. Là, on en a de plus en plus, mais on a commencé avec peu de budget. Et en fait, le fait, c'était de se dire, il faut absolument monitorer toutes nos campagnes, que ce soit Facebook ou Instagram. Et du coup, on va y aller ultra crescendo. Et une fois qu'on aura excessivement défini notre plateforme de marque, on va pouvoir augmenter nos budgets. Nous, on a une stratégie globalement comme un billard à 3 bandes, globalement. Ce qui marche bien chez nous, c'est on commence par une image ultra focus produit. Que ça soit une veste de peintre ou un chino, où on explique exactement quelles sont les spécificités de ce produit. Donc c'est un peu le triptyque, hein, c'est la qualité, le style et le prix. Donc on se justifie énormément là-dessus. On attire l'attention là-dessus. C'est ce qui marche le mieux chez nous. La deuxième étape, c'est que sur la même base de clients, on parle de la marque en général, donc de nos valeurs, de qui on est, de pourquoi on fait ça, de notre marque qui existe depuis 30 ans. Donc ça, c'est le deuxième point de contact avec le client. Et le troisième point de contact, donc c'est là où l'achat se crée, c'est qu'on fait du retargeting avec tous les gens qui sont allés sur notre site internet. Donc on leur remonte les produits et là, on met des éléments de réassurance, c'est-à-dire la livraison en moins de 2 jours, les retours gratuits, avec un service client, etc. adapté. Et en fait, cette stratégie-là, on le fait d'une manière ultra progressive, c'est-à-dire que
Avant, toute l'acquisition était externalisée, on en parlait tout à l'heure, et on s'est rendu compte que c'était hyper important d'internaliser parce que la vitesse à laquelle on crée nos campagnes et à quel point on change, c'est hyper important pour nous. Et en fait, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dédie 80% de son temps chez nous en interne sur la partie acquisition. Et sur cette partie acquisition, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il démarre avec ses campagnes, avec cette stratégie-là, avec beaucoup de contenu. Et ensuite, il y a le phénomène entonnoir, où on essaye de définir un peu quels sont nos joueurs numéro 10, quelles sont nos publications qui marchent le mieux. Et ensuite, on envoie le paquet en budget sur des périodes de 1 semaine à 10 jours. Une semaine à 10 jours, j'ai entendu 11. Et une fois que tu as fait du Facebook, tu as fait de l'Instagram, on le voit, ça augmente énormément les coûts sur les réseaux. Toi, tu arrives à rester rentable malgré tout? Tu arrives à rester rentable déjà sur la première commande ou est-ce que tu paries plutôt sur du réachat? Nous, on essaie d'être rentable dès la première commande. Aujourd'hui, avec tous les systèmes qu'on a mis en place, on peut monitorer exactement combien nous coûte un client, à quel moment il va être rentable, quel est notre panier moyen, qu'est-ce qui, en fonction des publications et des produits qu'on publie, la somme déjà qu'un client va pouvoir nous rapporter. Donc ça, on arrive à le projeter. Donc ça nous permet, en fait, on parie très peu sur la deuxième ou la troisième commande. Sur certains clients, on parie sur maximum 2 actes d'achat pour être rentable, mais c'est très rare. On essaie vraiment d'être rentable dès la première commande. Et, euh, et, et justement, est-ce que toi, tu as un taux de repeat aujourd'hui que tu arrives à mesurer, qui est important, qui est dans la moyenne du marché, qui est au-dessus du marché? Comment tu le Alors, je ne tu connais le pas trop monitores? les moyennes du marché, mais nous, on a un taux de clients récurrents de 40%. Donc ça veut dire qu'en fait, 40% des clients qui achètent chez nous réachètent au sein de la même collection, je parle, hein, pas au sein de l'année, Ok. au sein de la même collection. Euh, Donc au sein de l'année, c'est plus. Ouais, ça a tendance, ouais, bien sûr, ça a tendance bien évidemment à évoluer. Donc ça fait 60% de nouveaux clients. Je ne me rends pas vraiment compte par rapport à la moyenne si c'est bien. Moi, on est assez content de ce résultat, 40% de clients récurrents. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as un gros travail de CRM, de base client? Comment tu la travailles, mis à part justement avec Facebook et Insta? Est-ce que tu as beaucoup de newsletters? Est-ce que tu organises des événements? Est-ce que tu organises des choses qui fait que tu animes cette base? Donc, en fait, une fois qu'on a acquis ces clients, on les rend dans une base de données. La deuxième étape après l'acquisition, c'est la conversion. C'est de se dire, bon, on a eu ce point de contact-là avec le client, il faut qu'il achète. Pour toute cette partie-là, conversion, 30% de notre chiffre d'affaires, environ à peu près 30%, est généré à travers l'emailing. Donc, nous, l'enseignement numéro 1 qu'on a tiré de l'emailing, qui est assez hallucinant, c'est que mieux vaut être très fréquent, plus fréquent et un peu chiant, que parfait et moins fréquent. Donc en fait, on avait tendance à envoyer des newsletters une fois toutes les 2 semaines, en essayant de faire la newsletter parfaite. Et aujourd'hui, on en envoie une toutes les 4 jours ou une par semaine globalement, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Et ça nous a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires. On a quadruplé notre chiffre d'affaires à travers ça. Donc vraiment, la fréquence de l'emailing, c'est hyper important. L'autre chose, d'un point de vue emailing, c'est qu'on a énormément travaillé sur la partie contenu et copywriting, sur comment on présente les produits, comment au sein d'une collection, donc on prévoit tout en amont sur les cadencements des produits, les arrivées de collection, les nouveautés, les périodes, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, les périodes promotionnelles. Donc on cadence tout en amont, pardon. Et ça nous a permis en fait d'évoluer significativement aussi le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier point pour la conversion. Le deuxième. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser à un truc, un petit conseil entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de campagnes Facebook, Instagram, etc., dont le seul but est de faire vendre. Mais même pour des marques B2C comme les tiennes, de temps en temps, il y a un objectif intermédiaire qui est de récupérer le mail. Parce que tu sais que tu vas pouvoir le retargeter par du mail plus facilement. Et donc, c'est un truc à avoir en tête, ce fameux petit escalier de la valeur, en se disant il achètera peut-être pas tout de suite ma chemise à 100 balles, mais peut-être que s'il laisse son mail, je vais pouvoir le retargeter intelligemment, lui raconter mon histoire, que je peux pas lui raconter sur une campagne pub et dont je sais pas s'il aura capté tous les éléments sur une première visite de site web, quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est important, que toujours on se dit bah, je vais essayer de vendre direct. En fait, la petite étape, elle peut avoir du sens. Et surtout que Facebook récupérer le mail, c'est pas cher. Ok.
Du coup, j'en étais. Ouais, sur la partie conversion. Donc l'emailing qui nous permet de convertir des gens. La partie UX, bien évidemment, sur notre site. Donc on est toujours là sur la version 1, mais on en a tiré énormément de leçons. Là, on est sur la version 2 du site internet. Globalement, tout le parcours client, que ça soit sur changer les homepages d'une manière ultra fréquente pour créer de la nouveauté. Là, on va créer un système de page dynamique. Donc c'est-à-dire que quand on fait des publications sur Instagram ou sur Facebook, quand la personne, le client potentiel arrive sur le site, il arrive directement sur cette page produit. L'expérience utilisateur d'un point de vue global, où on se rend compte qu'en fait, il faut absolument incarner sa marque sur toutes les étapes du parcours d'achat. Et ça, c'est vraiment une leçon qu'on en a tirée. Donc c'est pour ça qu'on fait une version 2. Et le troisième point qui est assez important. Comment ça se matérialise? Ça se matérialise en disant, nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure, notre style, casual chic, jamais dans les extrêmes, il faut le répéter à bon escient, de dire qu'on ne fait pas trop que du casual, pas que du formel, mais qu'on est en entre-deux. L'importance de la couleur dans nos collections, donc on en parle énormément. Notre rapport qualité-prix et le fait qu'on est en entreprise familiale. Donc ça, sur les pages collections, sur les pages produits, il faut sans cesse le répéter pour que toujours le client ait en tête de pourquoi il vient chez toi en fait, et quelle est la valeur que tu peux avoir. Et le troisième point, c'est les plateformes de paiement. Ça, c'est hallucinant. Ça, c'est entre plusieurs plateformes de paiement, le taux de conversion qui augmente, l'impact sur le taux de conversion est hallucinant. C'est-à-dire que si une plateforme de paiement est intégrée ou pas à ton CMS. Donc nous, on est sur Shopify. Avant, on avait une plateforme de paiement où il y avait un lien de redirection. Et en fait, ce lien de redirection-là, c'est-à-dire où ça ouvre une nouvelle page qui n'est pas une page Laforie, ça fait fuir les clients. Et en fait, le jour où on a intégré nativement ce logiciel et ce prestataire de paiement, ça fait augmenter de 20% notre taux de conversion. Qui? Je suis pas là pour faire de la pub, mais on est très content. On est chez Stripe. Ok. On est chez Stripe. On travaille avec 2 prestataires de paiement qui sont très bons, qui sont Stripe et Molly, que je vous recommande fortement. Molly, c'est pour le paiement plusieurs fois. Non, ça c'est Alma, pour le paiement plusieurs fois. C'est un autre prestataire de paiement. Voilà, ça c'est toute l'expérience utilisateur. Le troisième point, c'est l'impact des contenus. Sur toute la partie, j'en parlais en amont, mais sur toute la direction artistique, sur toute la partie vraiment comment shooter un produit, comment rendre désirable un produit, comment rendre désirable une image. En fait, comme ça fait 4 ans et qu'il y a 8 collections, on se professionnalise au fur et à mesure, et ça a été un élément hyper important. Et le dernier point qui nous a permis de convertir, c'est de démultiplier les points de contact. Donc en fait, ça, on peut en parler dans un second temps. Ça a été hallucinant, l'impact sur la croissance d'avoir un système complètement omnicanal et de démultiplier les points de contact, que ce soit en boutique, à travers un service client, sur nos réseaux sociaux ou à travers notre e-shop. Et donc, comment tu fais, d'un point de vue purement pratique, pour faire en sorte que ton client, et même peut-être des fois ton prospect, il puisse te contacter sur différents supports? Comment tu l'emmènes peut-être d'un service client vers une boutique en ligne? Comment tu fais pour gérer cette omnicanalité et faire en sorte que le discours soit cohérent à chaque fois, qu'il soit répétitif et qu'il soit hyper rassurant pour le client? Nous, il y avait, en fait, moi quand j'ai récupéré la boîte, il y avait vraiment des logiciels, mais qui dataient des dinosaures, vraiment, avec aucune API. Enfin, c'était très compliqué. Il n'y avait aucun lien de connectivité, c'était impossible. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout uniformisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre logiciel de gestion des caisses en boutique est le même que notre logiciel de vente sur Internet, qui est relié à notre logiciel de gestion des stocks. Et en fait, le fait d'avoir un système complètement omnicanal, ça nous a permis 3 points, mais qui ont vraiment changé la donne. Le premier, c'est le fait d'avoir un stock unifié. Le fait d'avoir un stock unifié, juste pour vous donner un exemple, c'est-à-dire un stock qui est le même pour le e-shop et pour le retail, ça nous a permis, sur toute la partie fin de collection, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de stock normalement à l'entrepôt, d'augmenter, on a quadruplé le chiffre d'affaires en fin de collection parce que
pour vous donner un exemple tout simple, un client qui arrive, c'est les soldes, il arrive sur notre site internet, il n'y a plus le t-shirt blanc en taille S. Nous, notre site, en fait, il n'est jamais en rupture de stock parce que ça va automatiquement le piocher dans une de nos 10 boutiques. Donc ça a été hallucinant. 30% de nos commandes, ça c'est un autre chiffre qui est hallucinant, 30% de nos commandes online sont ou préparées à travers nos points de vente ou des coursiers viennent les récupérer pour les donner à l'entrepôt. Donc 30% de nos commandes quotidiennes, globalement, c'est de la boutique et des coursiers qui viennent récupérer pour l'envoyer à l'entrepôt et on peut ensuite l'envoyer au client ou pour l'envoyer directement au client. Donc ça, c'est vraiment sur la partie unification des stocks où ça a été un enjeu de croissance énorme d'un point de vue financier. Ensuite, d'un point de vue d'expérience client, c'est exceptionnel parce que ce que ça a permis de faire, en fait, c'est d'avoir sur tous les points de contact, de se dire, en fait, nous, notre philosophie, c'est de se dire, à partir du moment où il y a un client dans la boutique ou un client qui arrive sur le site, c'est un luxe qui est énorme pour nous. Ensuite, les 3/4 du travail sont faits. Maintenant, il faut qu'il ait une expérience de dingue. Et en fait, de faciliter l'acte d'achat, c'est juste d'avoir un système omnicanal parce que quelqu'un qui arrive sur notre site, qui ne veut pas payer de frais de livraison, donc qui va faire du click and collect et qui va pouvoir faire de la réservation en boutique et le récupérer au bout de 2 heures, ça c'est exceptionnel. Quelqu'un qui arrive dans la boutique où il n'y a pas sa taille, il va pouvoir acheter en ligne, préparer un bon de commande et la commande arrive le lendemain chez lui. Donc il y en a 10 000 des exemples comme ça, mais ça permet d'avoir en fait un système et une expérience client qui est exactement la même à travers toutes nos plateformes, que ce soit de la vente à travers nos réseaux sociaux, notre e-shop ou retail. Et le dernier point, et ça c'est magique, c'est l'unification de nos données clients. En fait, ça permet de ne pas différencier les clients online et les clients retail. Et ça a été exceptionnel parce que ça nous a permis en fait d'avoir des clients ah on me dit que c'est la fin. D'avoir des clients, je vais juste finir sur cette phrase-là, d'avoir des clients, un client online qui arrive en boutique, le responsable de boutique sait exactement déjà ce qu'il a acheté, par exemple, et va pouvoir le conseiller en fonction de ça et vice-versa. Alors, même si c'est bientôt la fin, moi j'ai encore une petite question, un petit commentaire. Je pourrais t'écouter des heures, mais c'est que bientôt tu vas réhabiller les États-Unis maintenant. C'est ça? Tu pars Ouais, de l'autre côté de pour l'Atlantique. faire vite fait, on est en train d'internationaliser la marque parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un partenaire wholesale avant aux États-Unis qui a fait faillite pendant le Covid. Donc, au lieu qu'il parte avec une ardoise, enfin, il est parti avec une ardoise et en fait, on a réagi directement en disant tu peux partir avec l'ardoise, mais en revanche, tu nous donnes ta base client. Et ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur cette base client-là des États-Unis et ça correspond à 40% de notre chiffre d'affaires online. 40% du chiffre d'affaires. Déjà 40% du chiffre d'affaires online global. Et comment tu le traites ça? C'est un stock américain, ça part de France? Tout est unifié, c'est-à-dire qu'une commande des États-Unis qui est faite, un client de New York qui fait une commande où il n'y a pas le stock à l'entrepôt, il peut partir d'une de nos boutiques, ou s'il y a le stock à l'entrepôt, il part de notre entrepôt directement. Je pense que vous avez compris pourquoi j'étais content de le recevoir. C'est vraiment incroyable voilà, d'avoir mis tout ça en place, d'avoir réussi, enfin de réussir à faire tout ça, parce que c'est que le début. C'est un bon début, mais c'est que le début pour toi et je te le souhaite. Donc merci beaucoup pour ta transparence. Merci et à toi. puis il y a quelques hommes là dans la salle peut-être, et même mesdames, allez dans ses boutiques, sur son site, et puis réhabillez-vous. Merci beaucoup en tout cas, Théo, et à bientôt.